Hello, hello! Au bout de 365 jours, de 24 heures, de 60 minutes, de 60 secondes, bim! L'année 2018 tire sa révérence. Avant que nous parlions lecture ensemble, faisons le bilan de ces 12 derniers mois. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale. Aujourd'hui, c'est une terrible nouvelle qui vient de tomber, c'est l'insoutenable, l'horreur, le cauchemar. 2018 est sur le point de mourir, 2018 n'a plus que quelques jours à vivre. En attendant de passer à la nouvelle année qui prendra sa place, prenons le temps de voir ces images très dures et empreintes de nostalgie. Un hommage signé Cédric Armen. En 2018, en moyenne, j'ai lu 95 romans. C'est un petit peu moins que l'année précédente, avec un total de 120 romans. Alors mes chers amis, voici la dernière vidéo de l'année, en passant en revue mes 10 plus gros coups de cœur littéraires. Premier roman, premier coup de poing, un roman d'horreur psychologique. Vous voyez un petit peu les émissions de télé-réalité? Bien. Vous voyez un peu le film L'Exorciste? Bien. Eh bien, figurez-vous que Paul Tremblay a réussi à combiner les deux dans ses pages, à donner froid dans le dos. Paul Tremblay m'a fait trembler. Oui, je l'aime bien celle-là. Dans une banlieue tranquille de Boston, une famille est à court d'argent. Soudain, Marjorie, l'aînée de la famille, commence à manifester un comportement de plus en plus étrange et inquiétant. Et pour cause, elle est possédée par le diable. Alors la famille fait appel à un prêtre qui ne voit qu'une seule solution: l'exorcisme. Sauf qu'avec leurs maigres moyens, ils n'auront pas d'autre choix que d'accepter la dernière solution, faire appel à une équipe de télé-réalité dans leur maison. Les semaines passent et l'émission est brutalement coupée du jour au lendemain. Alors, que s'est-il réellement passé? Le premier roman qui m'a fait autant pleurer. Attention mes amis, sortez les mouchoirs et les madeleines au chocolat. Nous sommes en 1916, en plein été. En plein cœur de la Première Guerre mondiale, Vincent découvre la passion folle dans les bras d'Arthur, qui est un jeune soldat. Mais de page en page et de chapitre en chapitre, Vincent tisse une relation tendre et amoureuse avec l'écrivain mondain Marcel Proust. Cependant, un drame terrible survient et les cœurs, tout comme les corps, sont déchirés et piétinés. Alors parmi les romans que j'ai lus de Philippe Besson, celui-ci reste à ce jour celui qui m'a le plus ému. Et il m'a fallu une semaine pour m'en remettre, c'est dire. Oyez, amis scribouilleurs et écrivains en herbe, ce livre est fait pour vous. J'ai lu beaucoup de romans sur l'écriture, mais aucun ne m'a autant plu que celui de Colum McCann. Cet auteur irlandais nous donne tellement de bons conseils et va droit à l'essentiel. Et tout commence par cette citation culte de l'auteur Rainer Maria Rilke: « Personne ne peut vous apporter conseil ou aide, il n'est qu'un seul chemin, entrez en vous-même. » Chaque chapitre du livre commence par une citation d'écrivain et le travail d'écriture. James Joyce, Stephen King, Gabriel Garcia Marquez, Truman Capote, Virginia Woolf et plein d'autres. Tous les conseils sont bons à prendre, à lire, à relire, à les noter sur des post-it et à les coller au-dessus de notre bureau. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Et quand je sens que je n'ai pas le moral, que j'ai pas envie d'écrire, que j'ai pas envie de m'y mettre, que je manque de motivation, de confiance, ou tout simplement parce que les mots ne viennent pas, je prends le livre et je prends un passage au hasard et tout de suite ça me
Voilà, ça revient. Alors le roman, je l'ai là, on va prendre des passages totalement au hasard. Regarde, hop. Alors, sois bienveillant sans excès, sollicite ton intelligence, défie-le, confronte-le et ose. Laisse entrevoir l'inconnu, puis laisse-le avancer tout seul. Allez, je te prends un autre passage, hop, tac. Un écrivain fait preuve d'agilité en toutes circonstances. L'esprit est un acrobate, étudier chaque angle ne nuit pas. Essaie la première personne, la deuxième, la troisième, saute du présent au passé et envisage le futur. Lance-toi, lâche-toi, allez un dernier passage, écris comme si tu envoyais à ton lecteur une phrase soignée à la fois, chaque mot compte, vérifie le rythme et la précision. Pour moi c'est une bible, à emmener en plus partout grâce à super couverture rigide. Voilà, il est tout petit, il prend pas de place. Lettre à un jeune auteur. Quand une auteure belge sort son premier roman, attention, c'est aussi drôle que c'est acide. Dans cette famille, nous avons une mère transparente et soumise, un mari violent et cruel, et ils ont 2 enfants. Ces 2 derniers sont très proches l'un envers l'autre et passent leur temps à jouer dans une décharge. Soudain, un événement terrible se produit et vient bouleverser leur complicité. Le cadet de la famille n'est plus vraiment lui-même, il ne rit plus, il se renferme sur lui-même, il a perdu sa joie de vivre, et c'est sans compter sur sa sœur qui a seulement 10 ans, va essayer de le sauver et inventer une machine à remonter dans le temps pour pouvoir mettre un peu les choses en ordre. Malheureusement, avec une mère rouée par les coups et un mari violent, c'est plutôt difficile de garder espoir et de sauver un peu la situation. Ce roman qui est sorti à la rentrée littéraire m'a complètement coupé le souffle. Et je dirais même plus, mention spéciale pour la fin qui est un gros séisme. Waouh! C'est bouleversant, vraiment. Lorsque Julie Estève a sorti son premier roman en 2016, je me suis mangé une grosse claque. Et pour la rentrée littéraire, là, il nous revient avec son 2e roman simple. 2e roman, 2e claque. Ça en fait des claques. Nous sommes en Corse, dans la tête d'Antoine, même si on ne l'appelle pas vraiment par son prénom. Non, on l'appelle plutôt le baoul, ce qui signifie l'idiot du coin. Antoine a une mémoire d'éléphant, il se souvient de tout et du moindre détail, et en plus, il est atteint de silogomanie. En gros, la silogomanie, c'est accumuler des objets chez soi de manière excessive. Et vu qu'Antoine est rejeté par les autres de par sa différence, il nous raconte ici son histoire en parlant à sa chaise. Il nous parlera aussi de ce lien douteux et inquiétant qu'il a entretenu avec une jeune fille de 16 ans, retrouvée morte en pleine nature, mais qui est véritablement le coupable dans cette affaire? Je sais pas pourquoi je le dis comme ça. Julie nous montre cette violence qui peut se situer autant dans les mots que dans les gestes, le tout à travers la vie d'un homme qui, malgré sa différence, c'est en fait, comme tout le monde, un homme simple. Toujours dans la rentrée littéraire, j'ai eu un gros coup de cœur pour un premier roman. Enfin, c'était pas vraiment un coup de cœur, hein. Il s'est mué en un gros coup de foudre en fait. Marie, une femme qui a tout pour être heureuse, un mari aimant, un travail qui lui plaît, elle est épanouie professionnellement, amoureusement, elle a une belle maison, voilà. Ils font un projet tous les deux d'avoir un bébé ensemble, voilà. Tout roule dans le meilleur des mondes, j'ai envie de te dire, hein. On se croirait un petit peu dans un épisode de Desperate Housewives. Sauf que dans les épisodes de Desperate Housewives, il y a des secrets, tu vois. Oui, il y a des secrets. Et pour Marie, tout ne va pas vraiment se passer si bien qu'elle l'aurait pensé. Il est un petit peu plus de 18h30 lorsque Marie quitte son boulot. Elle rentre chez elle, mais elle se fait voler son vélo. Bon, et là son patron lui propose de la raccompagner chez elle, elle n'y voit pas d'inconvénient, elle accepte, sauf que il ne va pas s'arrêter chez elle, mais dans un endroit un petit peu plus sombre, un petit peu plus isolé et à l'abri des regards. Les portières de la voiture sont verrouillées, elle est enfermée, toute seule avec lui, et le pire du pire est arrivé. Il la viole, avec une horreur, une brutalité, une violence insoutenable. Marie rentre chez elle, les semaines passent, et là, comble de l'horreur, elle est enceinte. J'ai lu ce livre d'une seule traite et je l'ai fini à 3h du matin. Et à la toute fin de la fin, à la dernière page, à la dernière phrase, c'est seulement les 7 derniers mots du livre qui font toute la différence, qui font tout péter. Incroyable, incroyable. Ah, eh ben, en voilà un roman surprenant. Cassie est une actrice.
une actrice de film pour adultes. Bon. Sa carrière se termine, mais avant, elle aimerait marquer le coup et tourner la scène la plus mythique et la plus incroyable, puisqu'elle a décidé de se faire prendre par 600 partenaires au cours d'une seule et même nuit. Pendant ce temps-là, en coulisses, chacun attend son tour, tout le monde est numéroté de 1 à 600, et parmi tous ces hommes, certains discutent entre eux, racontent un peu leur vie, d'autres se cachent sous de faux noms, sous de fausses identités, et d'autres sont là dans un but bien précis. Le sexe, c'est pas vraiment ce qu'ils cherchent. Eux, plutôt, ce qu'ils cherchent, c'est assouvir leur désir de vengeance et leur désir de meurtre. Bien évidemment, au cours de cette nuit, rien ne va se passer comme prévu et tout ça va mal finir. Un roman original mais un peu trash qui explore et dénonce le côté obscur des sociétés bien pensantes. Attention, âme sensible, soyez prudents. Étant absent sur les réseaux sociaux durant une partie de l'année, j'ai commencé ma thérapie. Et là, je suis tombé sur le bon livre au bon moment, visiblement, puisqu'il m'a aidé à mieux me comprendre et à mieux m'accepter. Vous êtes hypersensible, vous n'avez aucune confiance en vous, vous pensez trop et votre cerveau ne se repose jamais, même en pleine nuit. C'est fatigant, nous sommes d'accord. Alors dans ce livre complet et enrichissant, l'auteur nous explique comment et pourquoi ce mental est trop envahissant, voire handicapant au quotidien. Elle nous propose même des cours de pilotage pour mieux nous aimer, nous respecter et nous accepter, tout simplement tel que l'on est. Apprendre à gérer notre stress, notre estime de soi, cette manière qu'a notre cerveau de trop penser, nos troubles du sommeil, notre peur du rejet, et encore plein de belles choses utiles. Pour moi, c'est un livre clé que je lirai et que je relirai avec plaisir, puisqu'il a répondu à beaucoup de mes questions et de mes attentes. Voilà, comment ne pas en parler dans cette vidéo, franchement. Ah, dévorer la dévoration et y prendre goût, ça a son charme. Une éditrice discute avec Nicolas, un écrivain, à une terrasse de café. Pour elle, elle en a assez, elle voudrait qu'il se renouvelle, qu'il écrive autre chose. En gros, qu'il se mette totalement à nu. Pour son prochain roman, Nicolas fera le choix de s'intéresser à l'affaire d'un cannibale japonais, l'affaire Morimoto. Son travail avance et Nicolas est confronté à ses peurs, à ses propres angoisses, à son enfance, aux secrets de famille, son père, sa mère, qu'est-ce qu'ils cachent tous les deux, et aux relations ambiguës envers ses proches. En lisant ce roman, je ne me doutais pas que ça irait aussi loin. Ce roman à la fois très personnel, très pudique et très grinçant, comme si l'auteur voulait se libérer de quelque chose, pousser un gros cri comme ça, un rugissement de tigre et hop, tac, être un peu libéré avec cette dévoration dans les corps, dans la chair, dans le sang, mais également la dévoration dans les mots et dans le plaisir d'écrire. Dernier gros coup de cœur de cette vidéo, et c'est un coup de cœur plutôt récent parce que je viens de le finir et enfin, il était temps que je m'y attaque. Ça faisait plus d'1 an que je voulais lire Jules Verne, mais je ne savais pas vraiment par quel roman commencer. Je me suis dit, allez, je tente avec Le Tour du Monde en 80 jours. Et quelle grosse claque dans la gueule! Mon Dieu! Le gentleman et le très distingué Phileas Fogg a une relation particulière avec le temps. Chaque minute, chaque pas est bien calculé, bien calibré à la seconde près. Il a cette classe et ce flegme des Britanniques, mais ce mec est un gros badass. Puis il fait la connaissance de son nouveau domestique venu de Paris. Il apprendra par cœur les horaires réglementés très précises instaurés par Phileas. Puis Phileas s'en va jouer aux cartes avec les autres membres de son club. Ça joue, ça met du carreau, l'as, le roi, tatata, et bim! Phileas parie toute une énorme somme d'argent colossale, tout en affirmant fermement qu'il fera le tour du monde en 80 jours. Et cerise sur le gâteau, il affirme même qu'il sera de retour le samedi 21 décembre 1872 à 20h45. C'est précis ou c'est pas précis, hein? Les autres le regardent médusé et non, c'est de la folie, c'est impossible, enfin voyons. Et pourtant, pour leur prouver qu'il a raison, Phileas va partir même tout de suite avec son domestique, tac, hop hop, dans 80 jours, je fais le tour du monde, je reviens. Et nous voici plongés dans des aventures aussi fabuleuses les unes que les autres, tantôt en train, en bateau ou même à dos d'éléphant. Truc badass. En seulement 300 pages, Jules Verne nous offre un roman unique et extraordinaire.
Cette vidéo est terminée, merci de tout cœur d'avoir pris le temps de m'écouter, ça me fait très plaisir. Et toi, quels sont tes meilleurs coups de cœur en 2018? N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut. En attendant, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, je vous aime. Mouah.